Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on change un petit peu de registre, donc c'est le deuxième volet, on pourrait dire, par rapport à ce que je vous ai présenté la dernière fois. Alors cette fois, vous le voyez, on va voir les artistes contemporains et l'architecture, et donc on va être dans les artistes d'aujourd'hui, hein, soit récemment disparus, soit toujours vivants. Voilà, donc on est vraiment dans l'art contemporain. Alors j'ai prévu 3 points que voici. Le premier, donc aujourd'hui, va faire l'objet de 3 séances, hein, en gros. Donc, le premier point aujourd'hui, des artistes construisent des architectures singulières. Le deuxième point, la semaine prochaine, les interventions d'artistes dans l'espace public. Là, par exemple, il y aura Daniel Buren, pour vous situer un exemple parmi d'autres. Et puis, troisième point, donc, du muralisme au strict art, avec la façon dont les artistes utilisent les murs de la ville en particulier comme support à leurs interventions artistiques. Voilà, les 3 points que nous allons voir successivement, donc 3 semaines en gros, hein. Voilà le programme. Et nous commençons donc par la première partie, entre architecture et sculpture, des artistes construisent des architectures singulières. Alors j'ai sélectionné, vous voyez, une demi-douzaine d'artistes dont les noms sont bien connus pour ceux qui connaissent un peu l'art contemporain. Pour les autres, ce sera peut-être une découverte, l'occasion de découvrir des artistes tout à fait intéressants. Jean Dubuffet, Tadashi Kawamata, qui comme son nom l'indique est japonais, Danny Caravan, qui est un artiste qui est décédé il y a quelques années, qui était israélien, Jean-Pierre Reynaud, toujours vivant, Anne et Patrick Poirier aussi, et le dernier aussi, l'américain Michael Eisner. Voilà, les six artistes que j'ai sélectionnés pour illustrer cette problématique, comment des artistes contemporains ont conçu des constructions, des architectures tout à fait particulières qui vraiment ont marqué leur époque. Alors commençons par le premier dans la liste, Jean Dubuffet, les archisculptures de Jean Dubuffet. En particulier ici, vous le voyez, une œuvre bien connue qui se trouve dans la région parisienne, la closerie Falbala, Périgny-sur-Yerres, vous voyez, dans le 94, donc c'est le sud-est de Paris en gros, voilà, dans la périphérie parisienne, où se trouve cette curieuse construction appelée la closerie Falbala. Alors avant de décrire cette réalisation, parlons un petit peu quand même de Jean Dubuffet. Je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent au moins le nom de Jean Dubuffet. Son nom est souvent attaché à un concept particulier qui s'appelle l'art brut. Ça vous dit quelque chose, l'art brut? Oui. Alors, aux yeux de Dubuffet, l'art brut, c'est lui qui a créé cette expression, qui s'est popularisée dans les années 50, 60 en particulier. Il désignait par là les créations, si on peut dire, les créations spontanées des personnes qui n'ont aucune formation artistique, qui ne sont passées par aucune école d'art où ils auraient été formés au canon de l'esthétique occidentale en particulier. Donc des gens un petit peu autodidactes, sans formation particulière, mais qui pratiquent de façon spontanée la peinture, la sculpture, les assemblages, vous voyez, tout à fait en dehors de tout critère esthétique particulier. Et il incluait là-dedans en particulier des personnes auxquelles il était particulièrement attaché, ce qu'on appelait à l'époque les fous, et qu'on appelle aujourd'hui les malades mentaux, on va dire, les gens qui, souvent, dans les établissements où ils sont accueillis, pratiquent des arts, et ça fait souvent partie un peu de leur thérapie aussi. Mais ils s'expriment aussi très spontanément à travers des peintures, des sculptures, des objets d'art qu'ils conçoivent. Voilà. Et à ses yeux, ça avait beaucoup de valeur. Et c'était à mettre au même niveau que les créations des artistes patentés, si vous voulez, des artistes passés par les écoles d'art et formés en tant que tels, en tant qu'artistes. Voilà un peu sa théorie générale qui a fait beaucoup de bruit, parce qu'à l'époque, évidemment, il est né vers 1901, si je ne me trompe pas. Vous voyez, donc, lorsqu'on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il est dans sa quarantaine, en gros, et c'est là qu'il va être vraiment connu, justement en faisant la promotion de l'art brut.
et ça va faire un peu scandale dans l'Anderno de l'art de l'époque, et il va créer beaucoup de polémiques, d'autant plus que il était quand même assez enclin à pratiquer la polémique et à affronter justement ceux qu'il considérait comme les académiciens de l'art, quoi, en gros, hein, voilà, les institutions installées. Alors il a même écrit par exemple un livre, je m'en souviens, qui a paru en 68, qui n'a pas de rapport direct avec les événements de 68, mais qui a paru en 68, intitulé « Asphyxiante culture ». Donc rien que le titre vous donne à penser, hein, il s'attaquait vraiment à des tabous dans notre société contemporaine. Alors voilà, et lui donc il a commencé à être exposé à ce moment-là, et il a eu beaucoup de succès, notamment aux États-Unis. Aux États-Unis, finalement, on l'a reconnu plus vite qu'en France. Et si vous allez aujourd'hui à New York, dans Manhattan, ou dans Downtown, je veux dire, dans le quartier de Wall Street, ou bien à Chicago, dans le quartier de la finance, vous verrez qu'il y a une ou deux réalisations de Dubuffet dans l'espace public. Donc, à l'époque, dès les années 60, aux États-Unis, on l'a pris en considération, on a considéré qu'il était un artiste majeur de son époque, et on a donc acheté quelques-unes de ses réalisations. En France, à cette époque-là, 1970-73, il est reconnu comme un artiste très important, et voilà donc une réalisation qui se situe à l'intérieur d'un grand cycle qu'il appelait lui-même le cycle de l'ourloupe. Alors, Dubuffet pratique aussi une espèce de langage qu'il invente souvent avec des formulations un peu étonnantes, en tout cas qui sortent de l'ordinaire, et il fabrique des mots qui désignent ses travaux ou ses démarches. Là, des années 60 aux années 70, il a entamé un cycle qu'il appelle lui-même le cycle de l'ourloupe. Il dit qu'un des points de départ de cette démarche, c'est un peu une légende, mais enfin ça vaut ce que ça vaut. Il dit qu'un jour, il était en train de téléphoner assez longuement à quelqu'un, et comme il nous arrive machinalement de prendre un stylo ou un crayon et de griffonner sur un papier en discutant, il dit que lui, il a pris un stylo bille et puis il s'est mis à tracer il a fait des dessins, enfin comme ça, spontanément, sans y réfléchir. C'est ça l'art brut finalement. Et donc il s'est aperçu que finalement avec un stylo bille bleu ou rouge, on arrivait à créer quelque chose, vous voyez, de façon très très spontanée comme ça. Et c'est le point de départ d'une pratique qu'il va utiliser pendant au moins une douzaine d'années, entre les années 60 et le début des années 70. Le cycle de l'ourloupe. Voilà, c'est dans ce cadre-là qu'il se met à concevoir cette closerie Falbala qui se compose, vous voyez, de deux parties un peu distinctes. Au centre, ce qu'il appelle la villa Falbala, et à l'intérieur de cette villa, il y a une chambre, une pièce particulière, qui est une sorte de chambre de méditation qui se situe au cœur de l'édifice auquel on est invité à pénétrer. Vous voyez ici une personne qui vous donne l'échelle quand même. Vous voyez, c'est assez vaste quand même. Ça fait plusieurs dizaines de mètres de circonférence en gros. Donc la villa, elle s'élève à peu près à 8 mètres de haut. Et autour, on est à quelques mètres de hauteur. Et ça entoure, c'est ça qu'on appelle la closerie. Donc la villa et la closerie Falbala. Vous voyez, même le mot de Falbala, on se demande ce que ça veut dire. Vous voyez, bref, voilà. Une autre vue, vous voyez. Alors, les matériaux utilisés, c'est les matériaux de l'époque. Alors lui, il ne cherche pas à utiliser des matériaux nobles, au contraire, il prend les matériaux dans ce que l'industrie moderne fournit. Du polystyrène expansé, des résines époxy, des grillages métalliques sur lesquels on peut projeter du béton. Vous voyez, vraiment, il est tout à fait dans cette démarche, utilisons les matériaux que le monde actuel nous fournit. Ne cherchons pas à utiliser les matériaux nobles de l'art traditionnel. Alors, voilà quelques vues, vous voyez, on s'approche de la villa, les personnages vous donnent un peu l'échelle, et vous voyez qu'il s'agit de grands tracés noirs qui entourent, le tout est peint en blanc en gros, avec des dessins un peu abstraits, cernés de noir. C'est tout simple comme procédé, il n'y a pas de sophistication. Et puis on pénètre dans cet espace, vous voyez, progressivement, un espace qu'on peut appeler l'espace immersif, dans lequel
on va plonger, et légèrement hallucinatoire, parce qu'effectivement, on est entouré de dessins complètement abstraits, et puis un peu bizarres, on va dire, étonnants en tout cas, qui peuvent provoquer un certain état hallucinatoire. Bon, à un moment donné, on perd un petit peu pied, on ne sait pas très bien où on est, et on pénètre dans le cœur, vous voyez, dans le cœur de cette ville-là. Et ça prend des allures un peu de caverne préhistorique. Vous voyez, un petit peu, on a l'impression que dans son esprit, il y a une référence, c'est ça. La caverne primitive, où seraient nés un petit peu, quelque part, des éléments de la spiritualité humaine, vous voyez, à travers les dessins pratiqués sur les parois des cavernes. Bon, on peut penser à ça. Il était bien que lui aussi y a pensé. Il n'est pas inculte, hein, du Buffet. Il prône un art brut, mais lui-même n'est pas absolument inculte, bien entendu. Et puis voilà, nous voilà dans le cabinet, la chambre de méditation, qu'il appelle, lui, le cabinet logologique. Vous voyez, à la fois logo, le discours, et logique, la raison. Bon, donc, voilà. Mais vous êtes entouré de parois peintes, voilà, de ces motifs un peu abstraits et assez étonnants, assez un peu déstabilisants, on va dire. Inhabituels. Deuxième, alors ça c'est la closerie Falbala, et puis donc là c'est en banlieue si vous voulez, tandis que là au cœur de Paris maintenant, au cœur de la région parisienne, vous avez maintenant, deuxième œuvre, la Tour aux Figures, qui se trouve en fait sur l'île Saint-Germain, vous voyez, sur la commune d'Issy-les-Moulineaux. Pour ceux qui connaissent Paris et la région parisienne, quand on sort de Paris par l'ouest, en suivant la Seine, c'est le 15e arrondissement ou le 16e arrondissement, et la première commune qui arrive, c'est Issy-les-Moulineaux. Donc on est vraiment dans la première périphérie parisienne, et au milieu de la Seine, il y a plusieurs îles, allongées en général, forme très allongée, dont l'île Saint-Germain, commune d'Issy. Un peu plus loin, il y a l'île Seguin à Boulogne-Billancourt, qui fut le siège des usines Renault, vous le savez. On est dans ce secteur-là. Alors, là aussi, la Tour aux Figures, elle a été réalisée, vous le voyez, finalement, dans les années 86-88, mais en réalité, elle remonte à la même époque que la closerie Falbala, c'est-à-dire des années 60. L'idée a germé toujours dans le cycle de l'Ourloupe, dans les années 60-70. Et l'idée, c'était de concevoir des sortes de totems qui auraient ponctué un espace particulier. Voilà un petit peu le point de départ. Alors il s'est mis à fabriquer, alors, ça c'est une vue d'aujourd'hui de cette tour aux figures qui a été complètement rénovée il y a quelques années. Pendant longtemps elle est restée inaccessible, fermée, parce que dangereuse. Et elle a été rénovée, aujourd'hui elle est accessible, on peut la visiter, mais les conditions de visite sont assez strictes. Hein. On ne laisse pas rentrer les gens comme ça, vous allez voir pourquoi. Bon, parce qu'en fait, à l'intérieur, vous avez une sorte de périmètre, enfin de labyrinthe, on va dire, qui demande un petit peu de précaution. On peut pas y laisser rentrer n'importe qui, et surtout en grand nombre. Alors voilà. Son idée, c'était un petit peu de fabriquer des sortes de statues totems. Et il a fait plusieurs maquettes. En voici une, vous voyez, qui permet de voir à la fois la colonne vertébrale intérieure, qu'il appelle le gastrovolve. Vous voyez encore un mot qu'il invente, le gastrovolve, qui est en fait, on le voit ici, un chemin ascensionnel finalement. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ascension intérieure. Donc un chemin spirituel à la limite, vous voyez, on peut imaginer, hein, voilà, de façon un peu symbolique. Alors voilà la maquette qu'il a conçue, avec la partie centrale où l'on peut monter progressivement en suivant le gastrovolve, et puis les deux coques là, vous voyez, qui viennent recouvrir l'ensemble et qui forment donc la tour totem. Voilà. Alors quand on est à l'intérieur, vous voyez que on perd un peu pied, hein. On ne sait pas très bien où on est, on perd le sens de l'équilibre, donc c'est un petit peu particulier comme sensation, mais vous voyez qu'on retrouve exactement comme la closerie Falbala, le même procédé, peinture blanche et contour noir. Donc des procédés extrêmement simples, avec, voilà, et puis à l'extérieur, ces plages de couleurs très vives, rouge, bleu,
Donc voilà, il y a 4 couleurs, le rouge, le bleu, le noir, le blanc. Voilà. Et c'est uniquement ces 4 couleurs qui composent l'ensemble de cette tour aux figures. Donc il se trouve qu'elle se trouve là parce que il y a eu divers projets. À un moment donné, on pensait, on lui avait proposé de l'installer dans le parc de la Villette, qui était en train d'être aménagé à ce moment-là. Vous savez, il y avait des folies dans le parc de la Villette. Et on avait imaginé qu'une de ces folies aurait pu être cette sculpture, cette architecture-sculpture. Il a refusé parce qu'il ne voulait pas, il se disait qu'il y aurait un afflux de gens, vous voyez. Donc il ne voulait pas du tout ça. Lui, il voulait un objet particulier que des visiteurs, en petit nombre, viendraient visiter, un peu presque religieusement, et non pas du tout. Il se méfiait de l'assaut des grandes foules, quoi, en gros. Voilà. Voilà pourquoi il a refusé la Villette, ou bien le parc de Saint-Cloud également. Et puis finalement, c'était à l'époque où Jack Lang était ministre de la Culture, c'est Jack Lang qui lui a proposé, en accord avec le maire d'ici des Moulineaux, cet emplacement qui venait de se libérer. Et il a accepté, mais entre-temps il est mort, en 83 je crois, et donc cette œuvre a été construite après sa mort. C'est une œuvre posthume. Deuxième artiste que nous allons voir maintenant, on change, vous voyez, complètement de lieu et d'esprit. On est ici à Cergy-Pontoise, donc vous voyez ici quelques-uns des quartiers. Vous savez que Cergy-Pontoise est une des villes nouvelles qui ont été aménagées à partir des années 60 et 70 autour de Paris pour faire face en partie à la croissance démographique de la capitale. Cergy-Pontoise est un des meilleurs exemples de ces villes nouvelles, assez réussies, ma foi, puisque elle a aujourd'hui, je crois, 150 000 habitants, ou par là, ou 180 000, et puis elle a une vie propre, c'est une vraie ville, quoi, en quelque sorte, et pas simplement une annexe de la région, de la ville de Paris. Alors, ici est intervenu un artiste, donc, israélien d'origine, Danny Caravan, qui lui est né en 1930, et qui est mort il y a quelques années, il me semble que c'est en 2013 qu'il est mort. Voilà. Alors, Danny Caravan, bon, il a été formé en Israël, à Tel Aviv. Il est né à Tel Aviv par un père qui lui-même était un peu dans la partie, qui était, je crois, architecte, enfin artiste, architecte, vous voyez. Donc, dans son milieu familial, il y a eu un petit peu un encouragement à ses activités artistiques. Et c'est précisément en Israël qu'il va faire ses premières armes. Ici, vous voyez une réalisation majeure, la plus importante de sa carrière, qui se trouve donc à Cergy, qui s'appelle l'Axe majeur et qui mesure 3 km de long. Donc vraiment, on est à une autre échelle que du Buffet, entre ce quartier ici, là, de Cergy-Pontoise, et la boucle de l'Oise. Vous voyez ici, la rivière que vous voyez, c'est l'Oise, hein, qui fait un grand méandre là. Donc ça s'étale entre ces deux endroits. Et ça fait 3 km de long. Donc vous voyez déjà, on est dans une architecture paysage, on pourrait dire. On est vraiment dans une conception tout à fait inédite des rapports entre sculpture, architecture et paysage. Voilà un peu ses débuts. Dans les années 60, le monument à la brigade du Negev. C'est un monument qu'il a construit, vous voyez, en béton, qui surgit là dans le désert du Negev, qui aujourd'hui est habité. Vous voyez, bon, là c'est des villes nouvelles israéliennes, mais à l'époque où il a été construit, dans les années 60, c'était un espace qui était vide. Et c'était une référence à la première guerre israélo-arabe, c'est-à-dire lors de la naissance de l'État d'Israël, en 1948 en gros, la première guerre qui a opposé le jeune État d'Israël et ses voisins arabes à ce moment-là. Et ça fait donc référence, c'est un hommage à la brigade du Negev, c'est-à-dire la brigade militaire qui a défendu cette portion du territoire israélien. Alors vous voyez, on a une architecture complètement singulière, vous voyez, qui surgit là dans un espace qu'il faut imaginer comme un espace désertique, avec l'utilisation du béton, un béton très sobre, vous voyez, dans les teintes grises, ocre, probablement avec des sables et des matériaux tirés de l'environnement immédiat, et qui c'est les premiers pas, si vous voulez, ce qu'on va appeler un peu plus tard l'architecture
ou la sculpture environnement. C'est-à-dire une construction qui est faite pour qu'on la visite, entre guillemets, le mot visite, qu'on la visite en la parcourant. Donc vous voyez là, on tourne le dos, là on a affaire à des artistes, vous allez voir à plusieurs reprises, qui tournent le dos à la posture habituelle et classique du spectateur, qui est supposé, dans l'art traditionnel, se poster devant une œuvre, dans une attitude de contemplation. On contemple un tableau, on se met devant, on le contemple, on se met devant une statue, on la contemple, et voilà, il y a un rapport qui s'établit peut-être, mais enfin, on est dans une posture un peu passive. Le corps, en tout cas, ne bouge pas. Alors tous ces artistes, au contraire, veulent tourner le dos à cette conception très traditionnelle du rapport du spectateur à l'œuvre, en l'incitant à bouger, à circuler, à s'imprégner physiquement d'une atmosphère particulière créée par l'architecture qui est proposée. Voilà un peu le sens général de ces aménagements, on pourrait dire, ce qu'on appelle des environnements. Il faut comprendre ici le mot environnement, non pas au sens où nous l'utilisons aujourd'hui, la question de l'environnement, des problèmes non, l'environnement dans les arts plastiques, ça signifie un élément construit qui est conçu pour qu'on puisse y circuler, et donc en ce sens on est environné par l'œuvre, on y pénètre et on circule à l'intérieur. Alors vous imaginez qu'on peut marcher dessus, dessous, vous voyez, bon, et il y a des parties en souterrain, comme par exemple, vous voyez, par exemple l'itinéraire ici, à l'intérieur du monument, qui vous incite à bouger et à vous pénétrer d'une certaine atmosphère que l'artiste veut vous transmettre. Donc ici, hommage à une brigade de l'armée de Tsahal de l'époque. Deuxième lieu important, intéressant à observer comme architecture construite, plus près de nous, à la fois dans l'espace et dans le temps, juste à la frontière espagnole de la Catalogne, à Portbou, qui est la première ville, vous le savez sans doute, sur la côte vermeille, après Cerbère. Côté français, il y a Cerbère, et côté espagnol, il y a Portbou. Et pourquoi a-t-il choisi de construire cet hommage, ce mémorial à Walter Benjamin? Ben parce que Walter Benjamin, qui est un intellectuel allemand des années 30, brillant, philosophe, critique d'art, etc., anti-nazi, avait fui l'Allemagne après l'avènement du régime hitlérien et était venu se réfugier en France. Ben, bien sûr, il a été rattrapé par l'histoire et en 1940, il se retrouve lui-même de nouveau à fuir l'avance nazie et l'occupation de la France, et il se réfugie en Espagne, à la frontière espagnole. Il passe la frontière à Portbou, et c'est là qu'il apprend que le gouvernement finalement franquiste de l'époque refuse son asile et va le refouler en France, où il est à peu près sûr qu'il va être une des cibles de la Gestapo, Walter Benjamin. C'est un intellectuel notoire et anti-nazi notoire, et donc c'est une cible prioritaire des autorités allemandes. Donc il se suicide, voilà, et plutôt que d'être refoulé en France. Et c'est donc en hommage à Walter Benjamin que Dany Caravan imagine cette construction ici que vous voyez, qui descend depuis l'entrée du cimetière actuel de la ville et la falaise qui mène à la mer. C'est donc une sorte de couloir en métal, genre acier Corten, vous voyez, que voici vu du haut. Et là, vous voyez la situation. La mer est en bas, la frontière est en haut. Alors voilà pourquoi ça s'appelle passage. Cette œuvre s'appelle passage. C'est en référence au lieu, puisque la frontière est là, c'est le passage par excellence, mais aussi parce que dans l'œuvre de Walter Benjamin, il y a un livre important qui est inclus dans une œuvre qui est un hommage à Paris. Il considérait que Paris était la capitale par excellence du XIXe siècle, et notamment la capitale culturelle et artistique.
Et dans ce livre-là, il y a toute une partie qui est consacrée à ce qu'il aimait beaucoup dans Paris, c'était les passages. Vous savez peut-être qu'il y a dans le Paris du 19e en particulier, se sont multipliés à travers les quartiers, d'un boulevard à l'autre, des couloirs de circulation particuliers, couverts en général de verrières, ce qui fait que la lumière pénètre à flot, et qui sont de véritables rues intérieures à l'intérieur des quartiers. Et beaucoup d'écrivains, d'observateurs de la ville ont souligné cette singularité parisienne des passages, et particulièrement Walter Benjamin qui leur a rendu hommage. Voilà pourquoi aussi Danny Caravan baptise son œuvre Passage. Il y a une double référence, si vous voulez. Voilà. Donc, vous voyez que là on est dans des œuvres quand même qui, outre leur aspect physique, n'importe qui peut arriver ici au bord de ce monument construit et éprouver quelque chose, éprouver la beauté du lieu. Il y a des lieux, comme on dit, des lieux où souffle l'esprit. Ben oui, quand on est devant certaines œuvres, quel que soit le contenu, on ressent quelque chose. Alors ça, c'est une première chose. Mais en plus, souvent, ces œuvres incluent, si vous voulez, pour mieux apprécier le travail fait par l'artiste, souvent, si vous avez une connaissance particulière de pourquoi il a fait ceci et pourquoi il a fait cela, vous en appréciez d'autant la qualité de cette œuvre et ce qu'il vous présente. Donc vous voyez, c'est ça un peu qui définit ce que désormais on va appeler, dans le langage habituel de l'art contemporain, l'art conceptuel. L'art conceptuel, ça veut dire, c'est un concept très large, difficile à définir, mais en tout cas qui veut dire en gros que l'artiste fait une proposition artistique, une création, mais qui inclut que l'on connaisse un petit peu ou qu'on prenne connaissance de la démarche qu'il a eue. Vous voyez ? Et souvent les artistes, pas dans ce cas-là, mais dans d'autres cas, accompagnent leur œuvre des dessins préparatoires de tout ce qui l'a précédé avant d'arriver à cette œuvre-là. Voilà ce que j'ai fait. Et il vous explique le chemin, donc le concept finalement, comment le concept s'est élaboré progressivement pour aboutir à une œuvre qui est présentée au public. Voilà, une manière d'expliquer, enfin de définir ce qu'on appelle un peu l'art conceptuel. Voilà, vous voyez, bon, même si vous ne connaissez rien de Walter Benjamin et que vous tombez là-dessus par hasard, oui, c'est quand même très singulier. Ça vous arrête, vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ce truc. Alors donc là, vous êtes déjà dans un cheminement, une interrogation qui est justement ce que l'artiste recherche, que vous vous posiez des questions en particulier. Donc l'œuvre n'est pas donnée, il faut essayer de comprendre pourquoi elle est là, et comment elle est là, et pourquoi elle est comme ça. Voilà, et donc c'est ça, c'est le chemin que l'artiste vous propose de partager. Et voilà donc maintenant, après ces deux œuvres tout à fait intéressantes et riches, voilà maintenant la fameuse l'Axe majeur de Sergi Pontoise. Donc ça a commencé, vous voyez, en 84 et ça s'est terminé dans les années 2000. Donc ça s'est étiré sur une vingtaine d'années progressivement. Et donc, vous voyez les dimensions, 3 km, et il y a une douzaine de stations qui jalonnent cet itinéraire, qui se découvre bien sûr à pied. Donc c'est à la fois une incitation à découvrir des œuvres dans l'espace ordinaire, et en même temps d'accomplir une démarche à la fois physique et intellectuelle. Son point de départ, c'est ici, cet ensemble où vous reconnaissez la patte de Ricardo Bofill, hein, l'architecte d'Antigone à Montpellier par exemple, qui fait, à la même époque, c'est un peu l'architecte chéri des pouvoirs publics en France, et donc il a reçu pas mal de commandes, notamment dans les villes nouvelles, comme Noisy-le-Grand aussi, à l'est de Paris par exemple. Donc ici vous voyez un arc de cercle avec une sorte de brèche là, vous voyez, et c'est par là que va s'engouffrer l'axe majeur, qui prend son point de départ dans ce sorte de pylône, on pourrait dire, hein, qui ponctue, qui est le point de départ de l'itinéraire, et à partir duquel il faut considérer l'ensemble, vous voyez, de l'œuvre dans le paysage général de la ville nouvelle de Cergy Pontoise et à l'horizon Paris. Vous voyez au fond, là par exemple, on voit le quartier de la Défense. Voilà.
Vous voyez, donc dans l'axe de cette réalisation, vous avez vraiment, se dresse quand il fait beau, le quartier de la Défense, et ici, à droite, c'est le Mont Valérien, vous voyez, par exemple, pour vous situer les choses. Donc on est vraiment, Dany Caravan s'inscrit dans le grand paysage parisien, il ne fait pas ça au hasard. Hein, l'orientation de cet axe est conçue de manière à créer un paysage nouveau, à la fois urbain et rural, qui va caractériser cette partie de l'agglomération parisienne. Donc c'est pour ça que j'appelle ça parcours artistique et espace public en même temps. On voit très bien que c'est devenu un lieu de promenade où les gens donc se baladent au milieu d'œuvres d'art, qu'ils le sachent ou pas. Peu importe, en tout cas, on leur a fait une proposition d'ordre artistique, et ils se l'approprient ou pas. En tout cas, l'itinéraire est jalonné d'œuvres, on va dire, très contemporaines, vous voyez, avec souvent des couleurs un peu pimpantes, qui les soulignent, et qui, en tout cas, vous incitent, vous voyez, à suivre cet itinéraire qui, lui, est bâti en béton blanc, vous voyez, en gros. Voilà. Donc, il y a cet itinéraire blanc, et puis des propositions artistiques qui le jalonnent. Voilà. Donc, vous voyez que là, on est dans des œuvres qui changent complètement de dimension, hein, et où, précisément, le corps est mis en mouvement. On vous incite à circuler et à voir un petit peu de près, en marchant. Donc, mise en circulation des corps, voilà quelque chose qui est tout à fait nouveau dans la façon de concevoir les relations entre le public et les œuvres d'art. Là encore, troisième proposition, un artiste japonais, Tadashi Kawamata, né en 1953, donc vous voyez, aujourd'hui il approche 75 ans par là, on va dire, à peu près. Bon, vous voyez, vous vous situez à peu près l'âge de cet artiste japonais qui est né au nord du Japon, dans l'île de Hokkaido, la grande île qui est tout à fait au nord, qui est glaciale l'hiver. Et il a fait ses études à Tokyo, d'art, de beaux-arts. Et très jeune, il a été remarqué par les autorités japonaises et il a été envoyé comme représentant du Japon, il avait à peine 27 ou 28 ans, à la fameuse Biennale de Venise. Il a représenté le Japon alors qu'il avait à peine 28 ans, quand même, à la Biennale de Venise. C'est vous dire que déjà, il avait été considéré comme un artiste vraiment important. Alors là, je vous ai mis à côté une des dernières réalisations qu'il a offerte à Paris, qui se trouvait en octobre-décembre 2023, il y a donc très peu de temps, rue Saint-Honoré, au cœur du Paris historique par excellence, rue Saint-Honoré, dans le quartier chic des boutiques et des antiquaires, des boutiques de la mode, etc. Donc quartier parisien par excellence, et là, vous voyez un truc tout à fait singulier, on voit une avalanche de chaises qui ont l'air de tomber littéralement de la façade vers le piéton, il se trouve qu'il passe en bas, 2 étages plus bas. Alors cette composition, cette création est composée en fait d'une centaine de chaises récupérées chez Emmaüs, parce que c'est un adepte justement de l'utilisation de matériaux de récup, que ce soit des meubles ou que ce soit, vous allez le voir, des cajots, des palettes, des caisses, vous voyez, toutes sortes d'objets que la société moderne considère comme des rebuts et dont nous savons aujourd'hui que c'est une ressource. Hein. Donc il est parmi ces artistes qui commencent à réfléchir à cette problématique des temps modernes, si vous voulez, qui est la question des matériaux utilisés par les artistes. Donc voilà, et ça c'était pour comment dire, une entreprise, je n'arrive pas à trouver le mot, enfin un cabinet ou un studio d'aménagement, d'architecture d'intérieur qui a voulu se faire un peu remarquer à ce moment-là. Voilà. Alors voilà un exemple d'intervention qui vous situe un petit peu le personnage. Mais moi je l'ai découvert, personnellement, il y a 20 ans, par là, je dirais grosso modo, un peu plus maintenant. Voilà. Ouais, 25 ans et quelques. Avec cette première intervention qui a été saluée à l'époque comme tout à fait remarquable, à l'intérieur de la chapelle Saint-Louis, s'appelle la chapelle Saint-Louis de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui est un magnifique bâtiment, vous le voyez, du XVIIe,
il y a quelques jours, avec quelques semaines, je vous parlais de l'art baroque, etc. Là, ici, un exemple de l'art classique français qui n'est pas baroque, en fait, vous voyez, qui est avec une sobriété décorative qui tourne le dos aux exubérances de l'art baroque de la même époque. Là, c'est le XVIIe à la française. Et là, ça, c'est le cœur historique de l'hôpital, qui est toujours aujourd'hui, qui est utilisé dans le cadre du fonctionnement de l'hôpital, qui est devenu, je ne sais pas si vous connaissez la Pitié-Salpêtrière, mais c'est une ville intérieure dans Paris. C'est énorme, hein, c'est derrière la gare d'Austerlitz, en descendant de la place d'Italie, dans le 13e. C'est une ville dans la ville. Et là, c'était l'entrée traditionnelle de l'hôpital, à son origine, au XVIIe siècle. Et il y avait donc une chapelle ici qui était en usage pour les fidèles, pour les malades et les soignants, évidemment. Mais d'abord pour les malades, qui pouvaient y suivre des offices. Voilà l'intérieur, vous voyez, très sobre encore, vous voyez, je souligne sobriété des lieux, mais avec une lumière particulière qui vient en particulier de la coupole et qui inonde la croisée du transept. L'église a un plan, on va dire, de croix grecque, à deux bras de longueur égale, avec à la croisée une coupole qui s'élève au milieu. Et Tadashi Kanawata dit, et vous pouvez le retrouver sur une vidéo YouTube, si vous voulez, sur Internet, quand vous voulez, il explique en particulier qu'il a été séduit et saisi par la lumière qui émanait de cette coupole vers le bas et qui inondait donc les lieux de prière. Et il a ressenti une espèce d'élan un peu spirituel, en tout cas un appel de cette structure, et c'est là qu'il a décidé d'intervenir. C'était dans le cadre du festival d'automne où on lui avait proposé de faire quelque chose. Donc il a exploré divers lieux dans Paris et il s'est arrêté à celui-là. Et alors, il conçoit donc une installation, donc c'est le moment de parler, donc voilà un concept propre à l'art contemporain, les installations. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une installation? Une installation, c'est un assemblage, on va dire de façon très simple, c'est un assemblage d'objets réunis par un artiste à sa manière et dans un but précis, mais qui peut être composé de matériaux très divers, à la fois nobles et non nobles, et qui n'a qu'une existence normalement éphémère. Donc vous voyez déjà autre chose dans l'art contemporain, c'est l'idée que l'art n'est pas éternel, et qu'une œuvre d'art, elle n'est pas censée vivre des siècles comme un amphithéâtre romain par exemple. Mais donc, dans l'art contemporain, il y a la notion du temporel qui intervient. L'art, il est ce qu'il est, il dure ce qui dure, et les propositions artistiques ne sont pas faites forcément pour durer, mais pour être vues à un moment donné et en un lieu précis. Donc, deuxième notion qui va avec la notion d'installation, en général, ce sont des œuvres qu'on appelle in situ, littéralement sur place. Hein, c'est-à-dire qui sont effectivement conçus pour un lieu et pour ce lieu seul. Donc elles ne peuvent pas être transportées ailleurs. Elles n'ont pas de sens ailleurs que dans le lieu où elles ont été conçues. Voilà ce que veut dire l'art in situ. Voilà. Donc ça aussi c'est un concept très répandu dans l'art contemporain, des assemblages, des installations qui sont conçues pour un lieu et pour ce lieu seul. Voilà. Et qui par nature sont donc éphémères. Ce qui est le cas de cette installation qui n'a duré que quelques mois, le temps du salon d'automne. Alors, qu'a-t-il choisi de faire? Il a choisi de répondre à la lumière qui venait de façon zénithale de la coupole à la croisée par une œuvre qui s'élève vers cette lumière. Réponse un peu spiritualiste, si vous voulez, à ce qu'il a ressenti lui-même à l'intérieur de cet espace. Et il va choisir de faire donc une installation, un assemblage géant de 4000 chaises, prie-dieu, bancs d'église, d'abord puisés sur place,
tout ce qui pouvait traîner dans l'hôpital et dans la chapelle, mais ce n'était pas suffisant. Donc on a fait venir des chaises de diverses églises d'ailleurs, par camion entier, 4000 en tout, ou à peu près 4000, et il les a assemblées avec une équipe, patiemment. Toutes ces pièces sont liées entre elles, et voilà, s'élèvent progressivement, vous le voyez, à l'intérieur. Vous voyez le point de départ ici, et puis progressivement se crée cette installation qui monte vers la coupole, qui faisait, je crois, à peu près une quinzaine ou une vingtaine de mètres de haut. C'est quand même assez considérable. Hein. Voilà justement la coupole qu'il prétend occuper. Et puis voilà comment il y répond, vous voyez, et comment il arrive à capter la lumière zénithale et à la faire pénétrer dans l'espace qu'il a créé, vous voyez, à travers une espèce de claustrat général de chaises et de prie-dieu. Alors voilà, oui, c'est ça, Tadashi Kanawata. C'était vraiment quelqu'un qui est habité par cette idée qu'il faut que la proposition artistique réponde à quelque chose de l'espace où elle est produite. Deuxième exemple, beaucoup plus rigolo finalement, c'est à Versailles en 2008, dans le cadre de l'ENSA, c'est-à-dire l'École nationale supérieure d'architecture à Versailles, qui se trouve tout près du palais de Versailles. Et cette installation s'appelle Ganda Maison. Alors, je ne sais pas pourquoi exactement. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous y reconnaissez des cagettes. Ça, ce sont des cageots de fruits et légumes, vous voyez, et qui ont été installés de telle manière que ça constitue une sorte de grotte, vous voyez, hein, à l'entrée de l'école. Pour rentrer dans l'école, vous deviez passer par cet orifice-là, qui vous attirait comme pour entrer à l'intérieur d'un labyrinthe qui était l'école derrière dans les bâtiments du XVIIe ou XVIIIe siècle. Donc là, il y a aussi, je ne sais plus combien je vais noter par là, bon, je peux le retrouver, le nombre précis, de cagettes. « 5000 cagettes. Il y a du boulot, hein. Donc, ça suppose qu'il n'est pas seul. Donc, son idée, c'est que l'art ne se conçoit pas tout seul et ne se réalise pas tout seul. Donc, on tourne le dos à cette vision de l'artiste démiurge, vous voyez, seul face à son destin, véritable Prométhée des temps modernes, capable de produire des œuvres qui peuvent éventuellement défier les dieux, etc. Non. On n'est pas du tout dans cette problématique-là. On est au contraire dans des gens qui cherchent à travailler en groupe, en collectif. Donc toutes les œuvres pratiquement qu'il a réalisées, sauf quelques exceptions, sont des œuvres faites avec la participation, en premier souvent, les étudiants ici, les étudiants de l'école d'architecture, leurs profs, les profs au boulot, et toute personne volontaire pour participer au chantier. Donc c'est vraiment une conception ouverte de la réalisation de l'œuvre d'art dans laquelle l'artiste lui-même, le créateur, conçoit généralement l'objet qu'il va proposer, mais vous voyez bien qu'il y a une part d'incertitude. On imagine qu'il n'a pas fait le dessin précis des 5000 cageots avec leur emplacement précis. Donc il y a toujours une part d'incertitude. C'est précisément ce qui fait le sel de la création, à ses yeux. C'est ces éléments d'incertitude qui se glissent dans le processus créatif lui-même. Voilà, alors vous voyez que c'est quelqu'un qui... et puis on pourrait dire qu'il pratique un petit peu ce qu'on pourrait appeler l'esthétique du chantier. Je vais vous montrer un exemple. C'est ça un peu l'esthétique du chantier, c'est-à-dire que c'est une œuvre d'art, ce qu'on va appeler work in progress, c'est-à-dire quelque chose qui peut se transformer, qui évolue au fur et à mesure qu'on le réalise. Et bon, on n'est pas sûr du résultat final. On a une idée, on a un concept, on le réalise et on voit ce que ça donne. Donc il y a une part d'aléatoire et d'incertitude. Voilà un exemple justement de travail en collectif qui s'est réalisé donc dans le parc de la Villette. Comme justement une nouvelle folie qu'il a appelée collective folie,
précisément parce qu'elle est prise en charge par un collectif. Donc lui, c'est le maître d'œuvre, il dirige le boulot, mais il a fait appel, là encore, à des étudiants des Beaux-Arts, et puis à la population aux alentours, qui était invitée volontairement à venir participer au chantier. Et ça a marché. Les gens des quartiers autour, vous savez que la Villette, c'est dans le 20e en gros, l'est de Paris, quartier populaire, relativement populaire. Et puis au-delà, il y a le périphérique et puis il y a la banlieue qui commence. Donc il a fait appel à des gens qui sont venus du coin là et qui sont venus participer, chacun à son tour, à cette construction participative qui n'a duré que, vous voyez, du printemps à l'été 2013. Et puis, là, vous avez vu des exemples d'architecture, on pourrait dire, de grande taille. Les macro-architectures, on pourrait dire. Mais il adore aussi concevoir des micro-architectures qu'il va installer dans l'espace urbain, un peu partout, bien sûr à l'invitation d'autorités. Hein. C'est pas des installations sauvages, entre guillemets. Hein. C'est pas du street art. C'est un artiste plasticien qui, à l'invitation d'autorités artistiques ou administratives, est invité à proposer quelque chose. Alors vous le voyez ici à New York, hein, dans les jardins de Madison Square, ici, avec des cabanes. Donc un des objets qu'il va souvent utiliser, ce sont des cabanes perchées, ou bien des nids, qu'il appelle des nids, vous allez en voir quelques-uns, qu'il accroche donc dans des lieux totalement insolites, donc ici au cœur de New York, et là aussi, et puis là vous le voyez sur une façade du palais Médicis de Florence, donc un monument historique par excellence, hein. Une cabane, comme ça, un assemblage de matériaux comme ça, de récup, tout à fait étonnant. Puis vous voyez ici par exemple un exemple de nid, ce qu'il appelle un nid, juché en haut de la colonne Vendôme, hein, sur la place Vendôme à Paris. Ou bien ici, à l'occasion de la triennale d'art contemporain de Bruges, au sein du fameux béguinage, vous savez, si vous connaissez Bruges, tout le monde a visité le fameux béguinage avec son jardin intérieur. Et voilà, ici, vous voyez des cabanes accrochées à quelques-uns de ces arbres. Voilà l'exemple d'autres propositions de Kanawata. Et puis, on va s'arrêter un petit peu à Nantes, parce qu'il est intervenu à 2 reprises à Nantes. Vous savez peut-être que Nantes, qui était une ville très active sur le plan culturel et artistique, a depuis pas mal d'années une manifestation chaque année pendant l'été qui s'appelle le Voyage à Nantes, qui consiste à inviter un certain nombre d'artistes contemporains à créer des œuvres dans la ville de Nantes et dans ses alentours, c'est-à-dire en particulier le long de l'estuaire de la Loire, de Nantes vers Saint-Nazaire. Alors, une première intervention. Alors, pour vous dire que, tout à l'heure je vous disais, jusqu'à présent, vous avez vu des œuvres d'art qui par nature étaient éphémères. Et là, dans un premier voyage à Nantes, en 2007, il a conçu une œuvre cette fois pérenne, mais totalement en bois, vous voyez, dans les marais qui se trouvent en bordure de l'estuaire de la Loire, qui sont souvent des réserves ornithologiques. Et donc il a conçu ici un observatoire en bordure de ces marécages et de la Loire elle-même, invitant les visiteurs à cheminer au milieu de ces marais et à se poster. C'est un tour observatoire en bois, en bordure du fleuve. On y accède par une passerelle, vous voyez, qui chemine. Au-dessus, on ne touche pas le sol, on est au-dessus à 1 mètre, ou 80 cm, au-dessus des plantes, et on arrive ainsi à cet endroit d'où vous pouvez regarder la faune et la flore autour. Et puis, à l'horizon, pour nous rappeler que nous sommes quand même dans l'estuaire de la Loire, estuaire industriel, avec raffinerie de pétrole, etc. Vous voyez derrière la raffinerie de Donge, et on devine les débuts de Saint-Nazaire à gauche de l'image. Donc ça c'est pour le contexte, vous voyez, où nous nous trouvons. Voilà une œuvre, pour le coup, pérenne, assez rare dans son œuvre, mais en voilà une, par exemple. Il est réinvité en 2019, donc 12 ans après,
Et là, il va installer par-ci par-là dans la ville des nids, comme il a l'habitude de le faire. Et là, vous voyez par exemple un lieu très connu maintenant, c'est l'ancienne usine Lu. Hein, vous connaissez tous les biscuits Lu, le Fèvre Utile, qui était un des fleurons de l'industrie nantaise. Et ça, c'est l'ancienne usine, l'entrée de l'ancienne usine, dont on a gardé une tour, et pas deux, il y en avait deux au départ. Vous voyez ici encore LU, le Fèvre Utile. Et c'est aujourd'hui devenu un centre de création et d'art contemporain, et salle de spectacle un peu, vous voyez. Donc c'est un lieu culturel très important dans la ville de Nantes. Et donc il a couronné d'un nid ici, au sommet de cette tour. Et puis il va en créer comme ça plusieurs. Donc vous en voyez ici dans le parc qui se trouve pas loin de là. Et puis voilà plusieurs endroits, vous voyez, où il a installé des nids. Ici, à proximité du château des Ducs de Bretagne, ici. Là, c'est à proximité du quartier du 18e, avec sa belle architecture du grand siècle, qui est vraiment très belle à Nantes, ici, vous voyez. Ou bien ici, dans l'île de Nantes, qui est la grande île qui est au sud de la ville et qui est l'objet d'un grand chantier de remodelage urbain absolument extraordinaire, et où là, il a bien couronné le siège de l'ONF, vous voyez, un peu symboliquement, le siège de l'Office national de forestier. Et puis dans le parc ici, qui s'appelle le parc de l'Ermitage, au bout de la ville, vers l'ouest, au-dessus de la Loire, où il propose, vous voyez, ce belvédère, au-dessus d'une falaise, dans le prolongement d'un parc public qui s'appelle le parc de l'Ermitage. Voilà la maquette, et voilà concrètement ce que ça donne dans l'espace, vous voyez. C'est un peu vertigineux, cette espèce de promontoire là qui s'avance au-dessus d'une voie rapide qui sort de la ville de Nantes, avec, vous voyez là, des gens dessus, des spectateurs, des visiteurs. Voilà, pour vous donner un peu l'échelle. Alors vous voyez l'assemblage de bois qui caractérise l'œuvre vous remarquez que chez lui, le bois est omniprésent. Hein. Et puis voilà, cantonnier. Voilà à quoi ça ressemble quand on est sur la passerelle en question, qui s'avance, vous voyez, en promontoire au-dessus de la Loire. Et là, vous voyez justement les deux bras de la Loire qui se rejoignent avec la pointe de l'île, ce qu'on appelle l'île de Nantes, avec deux objets. Alors, il n'a pas fait ça par hasard. Kanawata, c'est quand même quelqu'un qui a une culture, surtout architecturale. Et voilà, où c'est qu'il a installé sa passerelle comme par hasard? Ben, pas comme par hasard. Vous avez à gauche l'île de Nantes et cette grue des anciens chantiers navals qui est elle-même un monument historique. Elle a été classée comme un monument caractéristique de l'époque industrielle de Nantes. Donc elle est classée monument historique. Et puis à droite, vous voyez ici, l'unité d'habitation de Rezé, c'est le nom de la commune de banlieue qui est là, qui a été conçue par Le Corbusier 2 ans après celle de Marseille, vous voyez. Donc c'est à la même époque de l'unité d'habitation de Marseille que la ville de Nantes a demandé à avoir aussi une unité d'habitation du même style. Et elle aussi, elle est éminemment aujourd'hui classée et protégée. Donc, vous voyez, encore une fois, vous voyez un travail, une proposition architecturale qui peut s'apprécier de manière très simple, physiquement, en y allant et en appréciant les lieux, simplement tels qu'ils se présentent. Et puis, si vous avez un arrière-fond culturel, vous comprenez que ce n'est pas là par hasard. Donc voilà, c'est le double jeu qui s'offre à vous quand vous avez affaire à des artistes comme ça. Il est souvent important d'en connaître un peu plus sur le contexte, ou historique, ou géographique du lieu, pour en comprendre un peu tous les aspects. C'est ce qui fait le sel de l'affaire. Et puis, juste en face, se dresse une série un peu énigmatique de cercles métalliques, en gros, sur le bord de l'île de Nantes. Et ça, c'est une œuvre de Daniel Buren. Donc j'y reviendrai quand je parlerai de Daniel Buren la semaine prochaine. Mais vous voyez que depuis l'île de Nantes et des anneaux de Buren, on voit également comment fonctionne le rapport entre les deux artistes. Vous voyez, ils se répondent un petit peu, de cette manière, dans l'espace même géographique. Alors voilà,
Maintenant, quatrième larron, Jean-Pierre Reynaud et son rapport à l'architecture. Vous allez voir que là, on a affaire à un personnage un peu singulier, là, pour le moins. Alors Jean-Pierre Reynaud, il est connu, je pense, notamment par ces fameux pots de fleurs, qui constituent pendant et jusqu'à aujourd'hui un des aspects les plus connus de son œuvre. Alors, comment peut-on expliquer l'omniprésence des pots de fleurs? Je vais venir à l'architecture, hein, mais il faut comprendre le personnage pour comprendre sa proposition architecturale. C'est quelqu'un d'un peu particulier. Il a une formation d'horticulture. Au départ, c'est un jeune homme qui fait des études d'horticulture. Il se destine a priori au jardin. Et puis, il fait partie de la génération qui fait la guerre d'Algérie. Donc, il a 18 ou 20 ans, vers 60 ou 58, en pleine guerre d'Algérie. Donc, il est envoyé dans le contingent, dans le bled, en Algérie. Et après 2 ans de service militaire, comme beaucoup, il en revient traumatisé, très affecté par ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu là-bas. D'où un épisode dépressif très marqué apparemment, qui fait que pendant pratiquement 1 an, il reste enfermé chez lui, pratiquement cloîtré, sans savoir quoi faire de sa vie, quoi, finalement. Et il dit lui-même, moi je rapporte ce qu'il dit, hein, vous pouvez le trouver sur internet aussi, facilement sur YouTube, vous trouverez où il parle de lui-même. Et il y a une vidéo où il explique qu'un jour, il ne sait pas pourquoi, il a décidé de bouger un peu, il est descendu de l'étage et il n'est pas rentré dans le garage familial et il y a trouvé des pots de fleurs, de la peinture rouge, du ciment, vous voyez, le matériau qui traînait là, et puis je sais pas quel autre matériau, bon, enfin, des carreaux de céramique. Et, bon, il s'est mis à fabriquer quelque chose, voilà, un exemple d'assemblage spontané, d'art brut, finalement. Il s'est mis à peindre son pot en rouge, à le remplir de ciment, et puis de quelques éléments par-ci par-là, et à fabriquer quelque chose d'un peu énigmatique et inattendu. Et puis il était fasciné aussi apparemment par le rouge parce qu'il avait été frappé par les sens interdits. Vous voyez, ces disques rouges avec un rectangle blanc, pof, ça l'avait tapé dans l'œil, et il a dû en voler un par là, qu'il a utilisé comme élément dans ses assemblages. Et il raconte que Clopin-Clopon, il a pris le train parce qu'il habite à Colombes, je crois, à l'époque, vous voyez, nord-ouest de Paris. Et il prend le train, il va à Paris, il va dans le quartier des Galeries, Saint-Germain, tout ça, avec son pot de fleurs sous le bras. Et il voit dans les galeries, certaines galeries des drôles d'œuvres, justement, qui le surprennent, des assemblages, justement, avec des matériaux bizarres. On est au début de ce qu'on appelle en particulier le nouveau réalisme, à l'époque. Dont César est un des représentants à l'époque, le jeune César, le sculpteur, qui va prendre bientôt des voitures dans les voitures ordinaires et qui va les faire compresser, hein, de manière à fabriquer une sculpture issue des matériaux ordinaires, de la vie courante. Bon. Alors c'est pour vous situer le contexte un peu. Donc du coup, il est rentré dans une galerie où on lui a dit mais vous êtes un artiste, vous êtes un créateur. Et donc il l'a cru. Et donc voilà le point de départ de sa démarche artistique. Oui, c'est quand même les hasards de la vie apparemment. Et il a cultivé ce sillon en fabriquant, donc en utilisant le pot de fleurs comme un élément récurrent de son travail. Et à tel point qu'il va devenir une célébrité mondiale avec ses pots de fleurs de diverses tailles qu'on va voir installés aux 4 coins du monde, dans des jardins, des palais, y compris. Alors, il conçoit également des installations, là pour le coup, des installations très sophistiquées et très mesurées. Vous voyez, vraiment, c'est calibré. C'est un homme d'ordre.
Norme d'ordre, vous allez voir l'architecture. Norme d'ordre et de clarté. Peut-être pour compenser son déséquilibre psychique de départ, on peut imaginer, comme une réaction. Donc il fait des installations avec ses pots, qui sont souvent rouges, mais parfois non, mais principalement rouges. Parfois dorés, comme ici, grand pot, vous voyez la taille, qui réussit à installer quand même dans la cité interdite de Pékin. Donc, oui, c'est quand même quelqu'un qui se crée, qui à partir de rien est arrivé à créer quand même une notoriété internationale qui lui a ouvert des portes absolument inattendues. Alors, maintenant que je vous ai présenté un peu le personnage, et c'est Dada, on pourrait dire, comment il est arrivé à l'architecture, parce que c'est mon sujet à moi, les rapports des artistes contemporains avec l'architecture. Alors, voilà, il y a deux exemples. La maison de la Selle Saint-Cloud. Au départ, c'est un pavillon de banlieue ordinaire, où il vit avec sa femme. Et puis à un moment donné, il décide qu'il va se lancer dans une expérience de vie particulière, qui va l'amener à s'isoler. Donc là, la solitude, ça fait partie de sa démarche, ce qui implique qu'il se sépare de sa femme. Volontairement. Il décide qu'il tourne le dos à la vie traditionnelle de couple, etc. Et il se lance dans une aventure individuelle, une démarche tout à fait personnelle. Donc, on va dire en simplifiant, il se débarrasse de sa femme, il la vire du pavillon, il s'installe seul dans le pavillon et il commence à le transformer. Et il commence à utiliser un seul et unique matériau. Donc là, vous voyez qu'on est vraiment dans le conceptuel, dans la démarche tout à fait conceptuelle, effectivement. C'est des carreaux de céramique blanc de 15 sur 15, exclusivement, et avec des joints noirs. Donc tout l'environnement, là on peut vraiment parler d'environnement, va être conçu comme ça. Il bouche progressivement toutes les ouvertures, fenêtres, portes, etc. Il reçoit, pendant un certain nombre d'années, il reçoit des visites quand même. Mais à un certain moment, il va même tourner le dos aux visites et il va s'enfermer tout seul dans cette espèce de bunker, on pourrait dire, de blocos personnel, où il vit une aventure méditative, spirituelle, mais pensez que c'est pas nouveau, hein, les anachorètes, les premiers chrétiens anachorètes grimpaient sur des colonnes et passaient leur vie isolés face à Dieu dans le ciel. Donc ce type de démarche n'est pas inédite, quoi. Dans l'histoire de l'humanité, il y a des gens comme ça qui s'isolent et qui se consacrent à une démarche de type spirituel ou autre, bon, qui peut paraître énigmatique, mais qui existe réellement. Voilà. Et voilà comment se construit son environnement, avec des espaces, vous voyez, complètement ordonnés. Bon, c'est quand même impressionnant, quoi, hein. Un espace mental tout à fait particulier. Vous voyez, un lieu de couchage, apparemment, bien. Le voilà à ses débuts, il est encore jeune, là, vous voyez, donc dans les années 70, avec quelques éléments de la modernité, télévision, téléphone. Et puis, à un moment donné, il décide que cette partie de l'expérience est terminée. Maintenant, dernière partie du parcours intellectuel et plastique de cette personne, c'est que il déconstruit tout ce qui a été bâti pendant 20 ans ou 15 ans, va être soumis à un autre processus, la démolition, mais une démolition systématique. Il ne fait pas venir un bulldozer pour mettre... Non, il détruit personnellement, la plupart du temps, hein, pas à pas, cette maison, et il la transforme en autre chose. Donc la maison continue à exister pour lui. Hein. Elle existe sous forme de débris. Et ces débris, où c'est qu'il termine? En 93, il réunit à peu près un millier de seaux métalliques chirurgicaux, les seaux qui servent à balancer les débris, je veux dire les pansements, etc., dans les hôpitaux. Il en réunit à peu près un millier
qu'il installe, c'est une véritable installation. Là, vous avez un exemple d'installation extraordinaire. Installation au CAPC de Bordeaux, aux entrepôts Lenné, vous savez, sur les bords de la Garonne, enfin pas loin, qui sont devenus un centre d'art contemporain depuis les années 70. Et là, donc, voilà la dernière phase de la vie de sa maison de la Selle Saint-Cloud, sous forme de ce millier de seaux. Et ensuite, donc, quand même, il va consentir à s'en débarrasser. Et c'est la fin de l'aventure de sa maison de la Selle Saint-Cloud. Et pendant ce temps-là, il a commencé une deuxième maison qui va s'appeler le mastaba. Il a été très impressionné par les mastabas égyptiens et il construit un mastaba à la Garenne-Colombe à partir de 86. Et là, toujours les carreaux blancs, donc on est toujours, vous voyez, dans cette monomanie, on va dire, hein, ce procédé voulu par lui de construction systématique. Et mastaba, parce que vous voyez, il épouse un peu la forme du mastaba égyptien, et c'est semi-enterré, enfin même aux 2 tiers enterré. Les 2 tiers sont enterrés et 1 tiers en superstructure. On rentre par une entrée, alors pour le coup là quand même il fait rentrer la lumière par le haut. Et il installe, vous voyez, un magnifique pot au centre de l'entrée. Puis ensuite, il vous accueille par une salle d'accueil précisément, où vous voyez figure donc l'art et la richesse de ma vie. Bon, c'est vraiment, le cas de le dire, c'est une vie consacrée à l'art, ou en tout cas à une certaine forme de création à ses yeux. Et vous voyez que la lumière vient du haut. Voilà, vous voyez, belle lumière qui rentre, mais vous avez un espace qui quand même, il faut pouvoir y vivre. Hein. Bon, c'est quand même un peu sobre, hein, on va dire. Bon, voilà, ça c'est le séjour avec la cheminée, agrémentée de pots de peinture, vous voyez, de diverses couleurs. Et puis en haut, on devine, dans la salle du haut, hein, ces chers alignements de pots rouges sur des étagères. Voilà. Bon, apparemment, je crois qu'il y vit toujours, là. Il est toujours vivant, Jean-Pierre Reynaud. Je sais pas. Voilà. Bon, alors maintenant, on va passer à un couple que je vous invite aussi à découvrir si vous avez l'occasion de voir leurs installations ici ou là. Là, on change d'échelle, hein, on revient à... là, il n'est plus question de construction gigantesque ou de maisons où on habite. Il s'agit de construire des architectures, mais souvent plutôt on va dire de maquettes presque. Voilà. Alors je m'explique. Anne et Patrick Poirier sont deux artistes qui se sont formés ensemble, et c'est là qu'ils se sont rencontrés, aux Arts Déco de Paris, à l'École supérieure des arts décoratifs de Paris. Ils sortent de là et ils obtiennent de vivre, et c'est là qu'ils se rencontrent et qu'ils décident de vivre ensemble, et ensemble ils vont se retrouver à la Villa Médicis à Rome pour y passer plusieurs années, et où ils vont continuer leur formation et commencer leur pérégrination précisément à travers les ruines léguées par l'Antiquité, qui, vous le savez, abonde autour de Rome et en Italie, mais ailleurs en Méditerranée aussi. Ils vont bien sûr élargir leur champ d'observation à tout un tas de pays autour de la Méditerranée, la Sicile, la Syrie, etc. Et ils vont devenir ce qu'ils appellent eux-mêmes, ils ne sont plus ni sculpteurs, ni peintres, ni ceci, cela, ils se qualifient d'architectes archéologues. Oui, c'est intéressant comme idée. Hein. Alors, voilà une carte qui a été éditée à l'occasion d'une exposition qui a eu lieu il y a quelques années au Centre d'art contemporain de Sérignan. Je ne sais pas si vous le savez, je vous l'indique en tout cas, près de Béziers, sur la côte près de Béziers, dans l'Hérault, quoi. Vous avez une petite ville de Sérignan où il y a un centre d'art contemporain qui aujourd'hui est pris en charge par la région d'Occitanie et qui expose régulièrement de très bonnes expos d'art contemporain. Et il y a quelques années, il y avait une exposition consacrée aux Poirier, et voilà la carte qui indiquait les références des œuvres qui étaient montrées à ce moment-là dans l'exposition.
Et la première d'entre elles, c'est celle qui a signé leur entrée, si vous voulez, dans le panthéon des créateurs de la fin du XXe siècle, c'est cette installation appelée Ostia Antica, 1972. Et vous voyez qu'il s'agit d'une sorte de gigantesque maquette qui ressemble à une maquette de ruines et qui est effectivement inspirée par les ruines romaines comme celle d'Ostie, près de Rome, mais qui s'en inspirent sans les copier. Donc ils les ont parcourus, ils les ont mesurés, ils les ont photographiés, ils ont dessinés. Et souvent, ce corpus d'œuvres accompagne les installations. Donc là encore, vous voyez, on est dans la démarche où il y a un concept qui circule et on montre aux spectateurs les éléments qui ont conduit à la production finale. Alors ici, en l'occurrence, la production finale, c'est donc une maquette qui fait une dizaine de mètres, je crois, de longueur, plusieurs mètres de large, et qui est constituée de grands carreaux, vous voyez, de terre cuite. Donc là aussi, c'est une référence un peu, la terracotta, la terre cuite, à ce qu'était l'architecture traditionnelle romaine. Donc il y a un clin d'œil évidemment un peu appuyé avec le passé romain. Et quand on regarde de plus près, vous voyez, c'est vraiment très minutieux, comme si c'était vraiment un relevé archéologique d'une ville qui aurait été Ostia Antica. Mais si vous connaissez Ostie aujourd'hui, enfin les ruines d'Ostie, ça ne ressemble pas à ça. C'est probablement inspiré par les ruines d'Ostie, mais ce n'est pas que ça. C'est une architecture imaginaire. On est dans l'imaginaire. Hein, mais un imaginaire qui s'appuie sur des pérégrinations concrètes sur le terrain. Et donc il y a un va-et-vient, si vous voulez, pour eux, entre le réel observé sur le terrain et leur propre imaginaire. C'est un travail sur la mémoire, en fait. Comment fonctionne la mémoire? La mémoire est au cœur de leur démarche. Voilà. Alors, c'est vraiment une des pièces qui les a fait connaître comme artistes à ce moment-là, au début des années 70. Et ils vont cultiver ce sillon avec, par exemple, un autre exemple, la Domus Aurea. Vous savez peut-être que c'était le nom que portait le palais de Néron à Rome, sur la colline du Palatin. Et vous savez que Néron, les historiens ne disent pas qu'il a fait brûler Rome. Il a assisté à l'incendie d'une partie de Rome. Bon, paraît-il. Et donc, les artistes ici, Anne et Patrick Poirier, imaginent son palais lui-même brûlé par l'incendie de Rome, vous voyez. Mais ça, c'est imaginaire. Il n'y a pas eu d'incendie de la Domus Aurea de Néron. Mais ils choisissent un matériau de circonstance, c'est-à-dire du charbon de bois, avec lequel ils fabriquent une fausse ruine du palais de Néron. Et puis, ils font aussi des sortes de monuments en forme de ruine, comme celui-ci qui se trouve au musée Picasso d'Antibes, vous voyez, qui est intitulé Jupiter et Encelade. D'après la légende, Jupiter a combattu le géant Encelade et avec des traits, vous voyez ici, l'a tué et ensuite a détruit les temples ou le temple qui l'accompagnait. Enfin bref, il y a toute une mythologie autour de ça. Et vous voyez qu'ils ont construit donc sur les murailles du musée Picasso, ça c'est l'authentique mur du musée Picasso, une fausse ruine avec les restes du géant Encelade et la trace de la flèche qui a été fatale à ce géant. Bon, vous voyez qu'on recrée une espèce de scène primitive en quelque sorte à travers une fausse ruine. De même ici, à Villeurbanne, la fontaine des géants, où un peu sur le même principe, on voit les résultats du combat de Jupiter aussi, je ne sais plus avec qui. Bon, mais vous voyez également des fausses ruines, tout ça est construit bien sûr, avec des débris épars, traces d'un combat qui a vu un personnage vaincu par les dieux. Vous voyez le contexte urbain, on est dans un ensemble résidentiel à Villeurbanne. Et puis,
ils construisent aussi des sortes de fausses ruines dans l'espace extérieur, comme ici en bordure de la ville de Pistoia Prato. Pistoia Prato, c'est à l'ouest de Florence, hein, en Toscane, en direction de Pise, si vous voulez. Et là, en bordure de l'autoroute, il y a un centre d'art où on voit cette curieuse fausse ruine en métal qui porte en exergue cette citation du poète latin Horace, Exegi monumentum aere perennius, qui est inscrite ici. Vous voyez, voilà, ce sont des disques donc en acier inox, en gros, hein, matériaux assez simples, et qui font aussi référence à une antiquité un peu imaginaire, vous voyez, hein, en tout cas poétique, en quelque sorte, puisque Horace était un poète. Donc, il y a, vous voyez, comme ça, ce va-et-vient entre le présent et le passé, qui est au cœur de leur démarche. Alors, pour ceux qui, parmi vous, et il y en a sans doute, sont des anciens du Parvis depuis ses origines, ou presque, des années 80, on va dire, se souviennent que à l'entrée du Parvis, pendant pas mal d'années, il y avait, dans le Parvis 1, lorsqu'on allait vers la salle de spectacle, il y avait un curieux monument à l'entrée, qui était une sorte de colonne brisée, un morceau de colonne oblique comme ça, où il y avait marqué Monumentum. Eh ben, c'était une œuvre des Poiriers, qui avait été prêtée par le FRAC de Toulouse, et donc qui était en dépôt ici. Donc je suppose qu'aujourd'hui elle se trouve au FRAC de Toulouse. Voilà, donc pour vous dire qu'on a eu l'occasion de voir une œuvre d'eux ici. Et puis pour terminer avec eux, on va avoir, alors là c'est vraiment un peu la quintessence de leur travail, puisque cette œuvre s'appelle précisément Mnémosyne. Et vous savez tous bien sûr que Mnémosyne, c'est la divinité de la mémoire dans la mythologie grecque. D'où, quand on dit les procédés mnémotechniques, pour activer la mémoire. Bon, Mnémosyne, donc, c'est la déesse de la mémoire. Ah, donc, en hommage à cette déesse, donc les époux Poirier ont conçu cette œuvre qui se trouve aujourd'hui au musée de Nantes, précisément, au musée, dans l'annexe contemporaine du musée des Arts de Nantes. Au dernier étage, vous avez cette œuvre qui fait à peu près une dizaine de mètres de long, en bois, et qui à leurs yeux représente justement une représentation symbolique du cerveau de l'homme, du cerveau humain, avec ses deux hémisphères, puisque le cerveau est le siège de la mémoire. Et donc, il nous propose ici une représentation matérielle mais symbolique de cet organe central de l'homme, qui est le cerveau, avec en particulier ici au centre, je vais vous lire exactement le contenu, parce que là je l'ai un peu perdu de vue, je vais donc essayer de le retrouver, excusez-moi, précisément, je vais vous lire le contenu précis qui mérite quand même qu'on s'y attache attentivement. Donc voilà, c'est une ville-musée bibliothèque idéale, qui est un vaste complexe architectural qui est construit sur le plan elliptique du cerveau. Elle est divisée symétriquement dans le sens de la longueur, qui représente les deux hémisphères du cerveau, avec en son centre le lieu de visualisation des images de la mémoire et de la création. Donc, les trois bâtiments que vous voyez au centre communiquent entre eux, et il y a le théâtre de la mémoire, le théâtre de l'oubli, et au centre, l'amphithéâtre des rêves. Vous voyez, c'est très poétique, entre la mémoire et l'oubli. Donc, voilà, et tout autour, toutes ces bâtisses que vous voyez là, qui semblent qui ressemblent un petit peu aux architectes utopistes du XVIIIe siècle, à Ledoux par exemple. Donc, c'est probablement une référence pour eux. Donc ici, autour du centre se répartissent musées, bibliothèques, observatoires, conservatoires, donc tous ces lieux qui conservent la mémoire de l'humanité. Voilà. Donc vous avez là un peu un résumé assez synthétique
de leur travail, je crois qu'il est tout à fait significatif, qui est, je le répète, un travail sur la mémoire et les relations que nous entretenons avec les lieux de mémoire, précisément, que sont les ruines qui nous entourent et qui nous rappellent généralement et régulièrement d'où nous venons, de l'incertitude de la destinée humaine, etc. Bon, voilà, on est dans cet univers-là et je trouve que leur travail est souvent très très intéressant. Et si vous avez l'occasion de voir quelques-unes de ces pièces, n'hésitez pas, je vous les recommande. Et je vais terminer aujourd'hui. Ah oui, ils ont aussi, alors là, j'ajoute, ils ont aussi imaginé une ville du futur. Jusqu'à présent, on a vu plutôt des références à des villes anciennes, mais là, ils imaginent aussi parfois des villes du futur, avec leur futur sous la pollution, etc., croulant sous leur population de plus en plus nombreuse. Donc, c'était à l'occasion d'une exposition à Saint-Étienne, 2016, vous voyez, une installation gigantesque, qui fait à peu près une vingtaine de mètres de diamètre, vous voyez, appelée Exotica, sur laquelle ils ont travaillé une quinzaine de mètres, pardon. Oui, pas 20 mais 15, 11 de dimension. Donc c'est quand même des pièces importantes qui demandent un travail très minutieux et donc de longue haleine. C'est pas un truc improvisé, un assemblage comme ça sur un bout de table. C'est toute une démarche et un travail effectif, eux et une équipe. Donc c'est du boulot. Voilà. Alors maintenant, pour finir en beauté cette promenade parmi de grands créateurs et dans leur relation avec l'architecture, on va finir aux États-Unis avec un exemple absolument fabuleux qui vient d'être ouvert au public, vous voyez, depuis quelques années, 2022, quelque part dans le Nevada, au nord de Las Vegas. Je ne connais pas le lieu, c'est, paraît-il, à peu près à 2 heures de route de Las Vegas, en plein désert. Et c'est un bon exemple de ce qu'on appelle le land art. Alors, le land art à la puissance 10, là, vraiment un lieu absolument magique, qui est l'œuvre de cette espèce de bonhomme qui n'est pas déguisé, qui est habillé naturellement à la manière de l'Ouest, comme un cow-boy de l'Ouest, dont il est originaire. Sa famille, qui est probablement d'origine allemande, j'imagine, Heiser, est installé au Nevada depuis des générations et fait partie quasiment des premières vagues de colons qui se sont installés dans cette région désertique des États-Unis. Donc il est du coin, lui. Mais il a travaillé aussi à New York. Il a travaillé auprès des artistes qui allaient justement former ce courant qu'on appelle le land art, qui avait pour objet notamment de travailler hors des espaces urbains et des musées. Sortir des musées, sortir des lieux, des galeries habituelles et concevoir des œuvres dans l'espace général, d'où le nom de land art ou de earth art, parfois qu'on leur donne. Parmi les artistes que vous connaissez peut-être, il y a l'anglais Richard Long, qui a laissé pas mal d'œuvres, par exemple, bon, je pense à lui, ou Andy Goldwatery, qui travaille sur des architectures éphémères, utilisant souvent des éléments de la végétation pour construire des architectures, on va dire comme ça, des assemblages en tout cas, tout à fait fragiles et éphémères, qui sont souvent très très beaux. Bon, le land art mériterait un topo général à lui tout seul. Ici, nous avons un artiste qui travaille à grande échelle. Il a commencé son boulot, vous le voyez, en 1970, il a terminé en 22. Après des interruptions, mais en gros, c'est sa vie entière qu'il a passé à concevoir ce lieu. Que voici. C'est quand même quelque chose. Bon, donc dimension, 1,5 miles en longueur, donc 2,4 km environ, et un demi-mile en largeur, environ 800 mètres pour nous. Vous voyez, voilà les dimensions de l'objet en question, l'objet architectural, urbain on pourrait dire, comme effectivement une sorte, je reprends là le titre d'un article du Monde de 2022, qui décrivait cet objet qui venait d'être ouvert au public comme une Atlantide du futur.
Vous voyez, comme une espèce de ville surgissant du passé, quelque part dans le futur. Car Michael Heiser est habité depuis toujours, depuis les années 60, où il est devenu, où il s'est formé, par la hantise de l'apocalypse. Hantise de l'apocalypse nucléaire. C'est un enfant des années 60, donc on est à l'époque où l'hypothèse de la guerre nucléaire existe. La crise de Cuba, etc., l'équilibre de la terreur, c'est dans l'air du temps. Et aux États-Unis, en plus, vous savez qu'il y a eu un moment de franche panique dans la population sur l'éventualité de la guerre nucléaire et qu'on se construisait des bunkers dans le jardin ou sous la maison pour faire face à l'éventuelle guerre nucléaire qui était dans l'air du temps. Ça faisait partie des paniques américaines de l'époque. Mais ceci étant dit, c'est assez paradoxal, c'est assez rigolo. Non loin de là, dans le Nevada, c'est là que se situe un polygone de tir et d'essais nucléaires qui, précisément, dans les années 50, était devenu un spectacle public. Je ne sais pas si vous le savez, mais on louait des chambres à Las Vegas dans les années 50, et c'était un argument commercial, pour s'installer sur les terrasses des hôtels et regarder à distance les expériences atomiques dans le désert du Nevada. Bon, c'est les Américains, hein. Nous commençons à les connaître un petit peu. Bon, donc il y avait à la fois la panique de la guerre nucléaire et en même temps le spectacle. On est dans le pays du show, hein. Les Américains savent fabriquer le show en permanence. Donc, et en tirer profit. Et alors, ici, vous voyez donc quelqu'un qui est habité par la peur de l'apocalypse nucléaire et qui imagine donc qu'il restera de notre culture des traces comme celle-ci qui, à travers les siècles, témoigneront de la présence d'une culture passée. Voilà, comme une Atlantide surgit dans les sables du désert. Alors, comment c'est fait? C'est fait, il y a quelques éléments construits en béton, mais le gros de tout ça, c'est fait avec des matériaux pris sur place, de la terre compactée, avec soit des endroits, des remblais, comme ici, vous voyez, en terre compactée, soit des excavations. Car lui, il est sculpteur à l'origine, hein, et il pratiquait ce qu'il appelle la sculpture en creux. C'est-à-dire que souvent, dans son art du land art, il faisait creuser des tranchées qui, pour lui, étaient une sculpture en creux, vous voyez. Bon, je veux dire que c'est pas par hasard qu'il fait excaver la terre là, mais tous ces matériaux, en principe, sont pris sur place. Donc c'est les matériaux même du désert. Voilà, vue du ciel, vous voyez, effectivement, avec un léger flou, on a l'impression de découvrir une cité interdite comme ça, qu'on a découvert, comme on découvre de temps en temps une cité dans la forêt amazonienne, vous voyez, bon, vous connaissez tous des récits là-dessus. Ça fait un petit peu penser à ça. Alors, il a commencé à un endroit, c'est bon, qui est donc le Complex One. Ça, c'est le point de départ de son travail dans les années 70, inspiré de Mastaba. Il faut savoir que ce jeune artiste, à l'époque, avait un père archéologue et anthropologue qui l'a amené avec lui sur ses chantiers de fouilles dans toute l'Amérique centrale, donc chez les Mayas, les Aztèques, etc. Donc il connaît tout ça, les architectures et les ensembles méso-américains, dont il s'inspire visiblement, qui l'ont marqué. De même que son voyage en Égypte, où il a découvert les mastabas de Djeser. Et alors, vous voyez qu'il y a la source d'inspiration, et puis des éléments également comme ces éléments en béton ici, assez incongrus, qui ponctuent cet espace. Ça fait penser un petit peu aux espaces de Giorgio Di Chirico, vous voyez, un peintre italien, avec ce qu'on appelait les espaces métaphysiques, ça, énigmatiques, hein, sans personnage, où il n'y a que de l'espace construit comme ça. Bon, c'est une référence possible. En tout cas,
Voilà, vous voyez aussi avec les couleurs changeantes du désert, ça prend des aspects très différents. Et puis un peu plus loin, un mile plus loin, on va dire en gros, il y a une deuxième construction qui porte les noms de 45 degrés, 90 degrés, 180 degrés, parce que, vous le voyez, ces éléments en béton sont construits en respectant ces angles 45, 90, 180. Bon, voilà, c'est le titre de cette œuvre, mais c'est les seules parties vraiment bâties en béton, tout le reste, c'est de la terre, du sable, des éléments compactés et travaillés de manière à former des reliefs dans cet espace. Et conçu pour que, quand on est à l'intérieur, d'après les témoignages, on ne voit pas ce qui se passe autour. On est plongé comme si on était vraiment sur un terrain de découverte. Et d'ailleurs, ce site ne se visite qu'à pied, et d'ailleurs un petit nombre. C'est 6 personnes par jour et $150 par personne. Bon, après tout, pourquoi pas, hein, c'est pas plus cher qu'un concert de musique. Bon, donc le visiteur, il est seul, en gros, hein, et il découvre le site à pied, à une échelle gigantesque comme ça, donc ça va être quand même une expérience, on est dans le désert, ça va être quand même une expérience particulière. Voilà, une dernière photo, vous voyez, de cet ensemble qui prend des couleurs différentes selon les saisons et selon les moments de la journée. En tout cas, voilà quelque chose d'absolument marquant. Et je voulais terminer avec ça, avec cet artiste, parce que je trouve que vraiment, puisque j'avais intitulé mon cours Les artistes contemporains et l'architecture, c'est vraiment l'exemple même d'une œuvre conçue comme une sculpture géante architecturale, qui est vraiment de toute une splendeur et une grande, à mon avis, une grande réussite. Voilà. Alors voilà pour aujourd'hui. Pour une fois, j'ai tenu les délais. Donc on s'arrête. Et Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.